première étape, définir le succès. Tout le monde se lance toujours à faire quelque chose, et puis on leur dit, mais ce que vous voulez faire, oui, je comprends pourquoi vous voulez le faire, etc. Mais expliquez-moi le succès. C'est bien ce que vous faites. L'OBEA, où est-ce que je vois le succès? C'est quoi le succès? Qu'est-ce que vous avez en tête? Et alors là, il se passe des choses extraordinaires, parce qu'on se rend compte que pas deux personnes ont la même idée en tête, et que souvent, on ne sait pas trop. Ce qu'on s'est dit, c'est que si on fait un truc bien et qu'on avance, ça va finir par bien se passer. Ce n'est pas idiot, hein, il vaut mieux faire ça que rien faire. Mais ce qu'on disait du temps où je faisais de la mer, c'est que parfois, il vaut mieux savoir où on est sans savoir où on va, que savoir où on va sans savoir où on est. Donc, ce n'est pas idiot d'avoir une idée de et où on est et où on va. C'est la tension entre les deux qui va vous permettre d'avancer. Si vous n'avez pas défini le succès, ben vous ne serez jamais content de vous, ou mécontent d'ailleurs. Et là, on rentre dans la partie vraiment pas sympatoche du Lean. C'est là qu'on se fait haïr généralement. C'est qu'au début, il faut arriver à faire passer le fait que les problèmes en premier. Et ça, c'est dur. Il y a un moment dur, c'est qu'au début, on dit, les gars, si vous voulez qu'on travaille ensemble, et du coup, si vous voulez qu'on vous écoute et qu'on vous respecte au sens du Lean, il va bien falloir admettre que ce n'est pas toujours... Vous connaissez le salut militaire? Vous connaissez le salut corporate? Vous ne pouvez pas passer votre journée à expliquer que c'est la faute de quelqu'un d'autre. À un moment donné, il va bien falloir passer par une phase difficile où vous allez admettre que vous avez votre part de responsabilité dans les choses qu'on voit. Alors avec mes copains italiens, je vais savoir pourquoi ça ne pose aucune difficulté, ça se fait très simplement. Il y a des fois, ça ne se fait pas simplement du tout, et il y a des fois, on n'y arrive pas du tout et on arrête. Donc le truc fondamental du Lean, c'est qu'on va sur le terrain pour se mettre d'accord sur un problème et en prendre la responsabilité. C'est-à-dire la situation que je vois, j'y ai contribué. Et alors là, la porte est étroite, on rentre dans la pièce du Lean où on se fait sortir. Ce qu'il y a derrière, un truc beaucoup plus sophistiqué, ce qui est le cœur pour moi du raisonnement de mon Lean, c'est de comprendre cette dynamisation de ce que c'est que la valeur. D'abord, je m'intéresse au mode de vie de mes clients. C'est-à-dire que vous n'avez pas, vous êtes d'accord, le même comportement au boulot qu'en week-end, qu'en vacances. Vous n'avez pas le même mode de vie. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Non, je suis le seul à me servir des billets primes que me donne gentiment la SNCF pour prendre les billets pour partir en vacances avec les enfants. Et par contre, quand je vais au boulot, je paye plein pot parce que je ne regarde pas. Non, je suis le seul. Vous voyez, je veux dire, j'ai juste pas le même mode de vie, alors que je suis la même personne. C'est pour ça que le découpage des études marketing ne nous disent pas grand-chose. Parce qu'ils considèrent que la personne est dans une CSP, mais c'est fini, ça, on est en 2015. Chaque personne est dans plusieurs modes de vie. Et toute la difficulté, c'est de dire au client les mots magiques, je m'en occupe pour toi, et je m'en occupe pour toi, pas d'une façon qui m'intéresse moi, mais d'une façon qui va te rendre service. C'est une notion extrême du service, c'est révolutionnaire, n'est-ce pas? On va en fait rendre service aux gens. Pour faire ça, je commence par faire de l'analyse de la valeur. L'analyse de la valeur, ça veut dire quoi? C'est que dans le contrat actuel, je vais essayer de résoudre des problèmes pour les clients dans le contrat actuel pour améliorer la valeur du contrat actuel. Généralement, ce n'est pas très compliqué. Je commence par les réclamations, ça va m'occuper 5 minutes. Je vais voir si ça satisfait le client ou pas. Et c'est là que je vais apprendre l'ingénierie de la valeur. C'est-à-dire comment j'améliore les bénéfices et les coûts sur le contrat suivant. Alors, c'est vraiment ça, c'est la mécanique au cœur du Lean, parce que ce que vous voyez, c'est non pas le premier chapitre du Lean depuis toujours, ça a été la valeur, comprendre la valeur. Et là, j'ai beaucoup bossé avec Dan Jones là-dessus. Ce qu'on a maintenant, c'est une vision dynamique de la valeur. Ça, c'est des trucs qu'on sait. En fait, Toyota nous raconte ça depuis toujours, on le sait depuis les années 80, mais on n'en avait jamais vu la portée. C'est que la valeur n'est pas quelque chose de constant, c'est quelque chose sur lequel on bosse sans arrêt. Pourquoi? Parce que les modes de vie évoluent très très vite. Parce qu'il y a toujours des problèmes dans nos contrats, et parce qu'en fait, on ne sait pas très bien dire qu'est-ce qu'il faudrait être le futur. Tout le monde veut imaginer un truc qu'on saurait faire dans le futur. Non, généralement dans le futur, on fait un truc qu'on ne sait pas faire aujourd'hui avec une nouvelle techno. Donc là, ça vous ancre dans nos problèmes d'aujourd'hui. Et puis, le cœur du design de service, c'est que
on apprend à lier les procédés, donc comme on fait avec la performance client. Bon, la matrice, c'est juste pour le représenter. Mais c'est ça qu'on a en tête. C'est ça qu'on a en tête, et c'est pour ça que c'est très perturbant, parce qu'on ne voit pas ça comme des processus. Quand on voit Toyota, ils ont des bouts de procédés où ils investissent énormément, qui vont leur donner des améliorations de performance client, mais si on n'a pas la matrice qui nous permet de lier les deux, on ne comprend pas ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils sont rigolos aussi. On ne comprend pas ce qu'ils font. On ne comprend pas pourquoi ils s'intéressent à ci, ils s'intéressent à ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si on n'a pas le diagramme, on les voit qui font des meilleures voitures, on les voit qui sont en train de s'intéresser à réduire le temps et de l'eau sur des trucs de façon démente. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais on ne comprend pas pourquoi ils font ça, puisqu'on s'attend à avoir un processus. En fait, une fois qu'on a la matrice, bah si, tous les points noirs qui sont des liens forts entre le procédé et la performance, ils sont en train de bosser dessus, tout bêtement. C'est la même chose avec le service. Boris t'en parlera peut-être, tu vois, on est en train de bosser à ça en disant c'est quoi le service d'un côté, qu'est-ce que nous on fait pour donner ce service et où sont les branchements. Très difficile à expliquer à un corporate parce que ça veut dire rentrer dans le métier. Une fois qu'on a cette vision-là, bah, il faut la traduire sur le terrain. Alors, le premier truc qu'on va faire sur le terrain, bah, c'est qu'on va mettre des compteurs de but. Donc, une fois qu'on a défini le succès en termes de quelle est la performance client que je veux améliorer et quel est le procédé sur lequel il va falloir que je bosse, bah, ça, j'ai compris, mais je suis grand chef, mes gars, eux, ils bossent. Donc, la question, c'est comment je définis avec eux un compteur de but qui leur permet de visualiser au quotidien s'ils y arrivent ou s'ils n'y arrivent pas. Donc, où sont les compteurs de but? Est-ce que vous savez dans chacune de vos activités quel est le panneau qui compte les buts? Pour que le panneau tienne, il faut aller le regarder sans arrêt. Donc c'est simple, un truc que vous avez, en tant que chef, si vous avez mis un outil visuel que vous n'allez pas regarder une fois par semaine, c'est fini. Hein. Donc, vous expliquez à tout le monde que vous leur avez demandé de faire un truc qui ne vous intéresse pas. Si vous revenez sans arrêt, vous n'avez pas besoin d'y passer des heures, il suffit d'y jeter un coup d'œil. Mais les gars, ils comprennent très bien que si c'est le premier truc que vous regardez, c'est important pour vous, ça va être important pour eux. Et d'écouter les difficultés des équipes. Les difficultés sont réelles, même si elles sont dans leur tête. Souvent, quand on est chef, on ne voit pas les difficultés au même endroit. Les gens vous disent des trucs, vous disent bah, arrête, c'est pas possible, quoi. En fait, si, dans sa tête, c'est très possible. On n'a pas besoin d'être d'accord, mais il va falloir écouter. Les deux endroits où on va démarrer après, c'est simple, c'est toujours les mêmes. La qualité d'un côté et le lead time de l'autre. Donc la qualité, on va faire des listes des réclamations. Le lead time, on va trouver un moyen de visualiser le temps entre le moment où on a la demande client et puis le moment où on fait le rendu. Donc là, vous avez juste là, c'est un panneau sur les interventions entre le moment où ils sont appelés et les moments où ils interviennent. Et on demande aux gens de le visualiser. Dans l'usine, c'est un peu plus facile parce qu'on va le visualiser avec des cartes Kanban. Enfin, bon. Le moins graphique et le plus physique, c'est mieux. Dans le service, généralement, on va se retrouver avec un tableau comme ça. Parce que dans le service, vous avez à un moment donné, la demande arrive, puis à un moment donné, vous l'avez rendue. Donc, vous pouvez prévoir quand est-ce que vous anticipez de demander la demande. Avec un panneau sur compter les buts et un panneau sur mesurer le lead time, vous avez défini très très fortement le succès pour vos équipes. Il n'y a pas besoin de leur faire des discours, hein. Ils vont comprendre ce que vous attendez d'eux. Ça vous va ?